Merci d'être avec nous, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Vous étiez à République tout à l'heure ou pas? Non, j'étais à l'Assemblée nationale, on a eu aussi un vote important, mais il y a un certain nombre de mes collègues parlementaires qui étaient, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de ce qui s'est passé à République? Eux, ils ont participé au rassemblement qui a été organisé à l'initiative de l'intersyndicale et ils m'ont dit qu'il y avait du monde et que ça se déroulait plutôt dans des bonnes conditions. Il y avait encore beaucoup de détermination contre cette réforme des retraites. On a tous vécu, ce soir, Guillaume le disait à l'instant, ça semble plus calme que les jours précédents. On a tous vécu, évidemment, c'est les 5 jours précédents, les 5 soirées précédentes qui étaient de manifestations, mais qui étaient souvent tendues, que ce soit à Paris, en province. Comment est-ce qu'on éteint ça aujourd'hui? Comment est-ce qu'on éteint cet embrasement qui commençait? En reculant, en écoutant la parole et la voix qui s'exprime dans la rue, bien sûr, mais de manière plus large. Je rappelle quand même que plus de 70% des gens sont opposés à cette réforme, plus de 90% des actifs, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, et qu'il n'y a pas eu de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme. Qu'à partir de ce moment-là, la revendication qui s'exprime dans la rue, dans la grève, dans les différentes initiatives, c'est-à-dire le retrait de cette réforme, c'est une revendication tout à fait légitime. Et donc le président de la République, plutôt que de jeter des barils d'essence sur le feu comme il le fait encore ce soir, ferait mieux d'essayer d'écouter, d'entendre la parole. Il en a la possibilité constitutionnelle. Vous avez beaucoup parlé de Constitution depuis tout à l'heure. Selon l'article 10 de la Constitution, le président de la République peut décider de promulguer une loi. Il peut aussi décider de revenir au vote du Parlement pour savoir si cette loi est majoritaire ou pas. Vous dites effectivement qu'il y a cette possibilité-là. Pour l'instant, Emmanuel Macron, on va revenir sur ses déclarations de la soirée aussi, mais Emmanuel Macron qui doit s'exprimer demain, son entourage dit il n'y aura ni retrait de la réforme, ni référendum, ni dissolution, ni remaniement. Pourquoi parle-t-il alors? Écoutez, franchement, j'ai l'impression, et c'est assez inquiétant, j'ai l'impression qu'on a une sorte de forcené qui est enfermé là dans le château de l'Élysée et qui ne veut écouter personne et qui veut passer en force, tout simplement. Et je pense que c'est irresponsable. Et je pense qu'on attend d'un président de la République, quelle que soit d'ailleurs son étiquette politique, d'entendre, d'écouter. Vous savez, gouverner, c'est pas une formalité administrative. Gouverner, vous avez effectivement des outils constitutionnels. Vous pouvez toujours décider de passer en force, c'est toujours une possibilité. Mais vous pouvez aussi essayer de se dire que vous devez penser à l'unité du pays. Vous devez essayer de faire en sorte que votre réforme, elle soit comprise, qu'elle soit adoptée par les gens. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas réussi à convaincre. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de honte à reculer, à dire je me suis trompé. Et pour l'unité du pays, je préfère reculer. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, devant l'Assemblée nationale, a pris la parole pour dire c'est par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir imposer la décision. Il faut que le peuple s'en mêle et c'est ce qu'il va faire. On voit bien que c'est pas des mots d'apaisement, c'est des mots qui sont une façon d'exhorter les Français. Censure populaire. Censure populaire, je crois, il a dit. Absolument. Bien sûr, cette censure populaire, c'est ce qu'il avait employé, c'est l'expression qu'il avait employée un peu plus tôt. Mais là, les mots exacts devant l'Assemblée nationale, ça a été ça. Une façon d'exhorter les Français à continuer dans la voie d'un peuple qui est prêt à tout pour ne pas se laisser forcer la main. Non, là, vous interprétez les propos de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je vous demande ce que... Il n'a pas dit qu'il fallait exhorter le peuple. Il a dit bloquer, manifester partout en France. Oui, mais vous venez de dire un peuple qui est prêt à tout. C'est sur ce point-là que je vous corrige. Il va falloir que le peuple impose la décision. Comment le peuple peut-il imposer la décision? Mais pas de la manifestation. Il y a une journée de manifestation jeudi. J'espère qu'elle soit la plus massive possible. Par la grève. Vous savez, la grève aussi, c'est un droit garanti par la Constitution. Il y a des mouvements de grève partout dans le pays. Mais en tout cas, si de votre point de vue, contribuer à l'apaisement, c'est abandonner une lutte qui est une lutte légitime pour obtenir le retrait de cette réforme, alors effectivement, dans ce cas-là, je vous confirme que notre volonté n'est pas d'appeler à l'apaisement, si c'est ça que vous expliquez comme définition d'appeler à l'apaisement. Moi, je pense que la mobilisation doit se poursuivre et que effectivement, la censure populaire, c'est ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui, ce qu'il dit également Emmanuel Macron, on l'a entendu aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui a été rapporté de ce qu'il a pu dire notamment en début de journée, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative en fait, que vous avez beau marcher, manifester dans la rue, même s'il y avait une dissolution, il n'y aurait pas de majorité alternative. Il y a LFI d'un côté, la NUPES, le Rassemblement national de l'autre. Comment est-ce que vous pouvez concevoir finalement autre chose, un autre projet quand il n'y a rien d'autre qui est possible? Non, mais il est très fort, Emmanuel Macron. S'il connaît déjà le résultat d'élection dans l'hypothèse où il aurait recours à la dissolution, il est très fort. Écoutez,
il n'y a pas de majorité alternative à l'Assemblée nationale, c'est une évidence, c'est un fait, personne ne le conteste. Mais il vous aura pas échappé, puisque vous avez beaucoup parlé de Constitution depuis tout à l'heure, que la Constitution française a une spécificité, c'est quand vous déposez une motion de censure, vous n'avez pas besoin de présenter une majorité alternative. Pour quelle raison? Parce que vous pouvez considérer que cette majorité alternative, elle existe dans le peuple, à travers de nouvelles élections. C'est une hypothèse. Et à partir de ce moment-là, je considère par exemple sur cette question des retraites, oui, il y a une proposition alternative qui est majoritaire. Tous les sondages qui sont faits sur le fait de savoir si les Français sont attachés à l'idée d'aller plus tôt vers un âge de départ à la retraite à 60 ans démontrent que cette proposition, c'est une proposition qui est majoritaire dans le pays. Donc vous voyez, sur un certain nombre de sujets, vous avez des majorités alternatives. Mais Emmanuel Bompard, ce qu'on vous répond aussi, c'est qu'on ne peut pas revenir aux urnes tous les 6 mois. Plus majoritaire. Pardon? Si c'est la retraite à 55 ans, ce sera même encore plus majoritaire. Mais vous savez, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Non, mais bon, la retraite à 60 ans. Oui, mais prenez pas les gens pour des imbéciles. Les gens, ils sont intelligents, ils sont capables de réfléchir. Sous leurs cheveux, ils ont quelque chose qui s'appelle un cerveau. Et donc, ils sont au courant qu'il y a des réalités aussi qui s'imposent, mais qu'ils se posent la question de savoir quels sont les choix politiques qu'on fait. Et ils se disent, dans un pays dans lequel la productivité du travail a été multipliée par 3 depuis les années 70, ils se disent, la question qui nous est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité. Et l'Élysée vous dit, en vous disant qu'il n'y a pas de majorité alternative, aussi que d'une certaine manière, on l'a voté il y a un peu plus de 6 mois maintenant, qu'on ne peut pas refaire systématiquement et sans arrêt, retourner aux urnes, des élections, etc., parce que les choses ne vous plaisent pas, parce que vous êtes contre. Et c'est pas parce qu'elles ne me plaisent pas le problème. Le problème, c'est pas que ça ne plaise pas à Emmanuel Bompard. C'est pas le sujet, en fait. Le problème, c'est que manifestement, ça ne plaît pas à une immense majorité des Français. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y en a une première qui consiste à dire, j'entends cette parole, je retire la réforme, parce que j'ai entendu cette revendication. Il y en a une deuxième qui consiste à dire, il y a un conflit de légitimité entre ce que pense l'exécutif et ce que pense la population. Et m'en remets à mon souverain. Et le souverain, en démocratie, c'est le peuple. Donc, dans ce cas-là, je soumets le texte à référendum et je dis aux Français, tranchez. Dites quel est votre avis. Bon, et puis il y a une troisième possibilité, c'est de dire, il y a une distorsion entre la représentation parlementaire et ce que pensent les Françaises et les Français. Ça s'appelle la dissolution. Des solutions, il n'y en a pas 40 000. Mais si la solution d'Emmanuel Macron, c'est je passe en force, je réprime tous ceux qui s'expriment, que ce soit dans la rue, dans les manifestations, que ce soit dans la grève, en ayant recours aux réquisitions, peut-être qu'il y arrivera à la fin, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais ça laissera des traces, et vous le savez très bien, et ça sera pas bien pour notre pays. Mais le gouvernement vous dit autre chose aussi, et à plusieurs reprises aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin aussi, vous ont mis face à ce qu'ils considèrent être de votre responsabilité, c'est-à-dire notamment ce qui se passe depuis 5 jours ou 6 jours dans les rues de France, et on a encore ces images en direct du côté du quartier de la Bastille ce soir, en expliquant, c'est ce que disait Elisabeth Borne cet après-midi à votre collègue Mathilde Panot, que la violence verbale de la France insoumise était en train de déborder dans les rues, et que ce que l'on voyait là, vous aviez une part de responsabilité. Peut-être que c'est aussi les bras d'honneur de M. Dupond-Moretti qui débordent dans la rue. Je vais même dire autre chose. Un proche d'Emmanuel Macron dans le Macron dans le Figaro aujourd'hui, il disait « Toute l'histoire que nous vivons a été réfléchie et écrite par Jean-Luc Mélenchon. Depuis le début, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale. Ensuite, ses troupes ont pris le relais dans la rue pour provoquer le chaos. » C'est donner beaucoup d'importance à Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous avez fait. Puisque manifestement, mais moi ça ne me dérange pas si vous pensez ça, mais si vous pensez que Jean-Luc Mélenchon exprime le point de vue de 70 à 80% des Français, moi je trouve que c'est une idée intéressante. Mais écoutez, franchement, soyons sérieux. Vous savez bien que c'est pas une affaire personnelle, cette question-là. C'est un peuple qui dit reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, on n'est pas d'accord. Et vous voulez nous l'imposer par le passage en force, on n'est pas d'accord. Et on l'exprime par les moyens qui sont à notre disposition pour le faire. En fait, la question qui est posée, c'est aussi la question de la violence. Parce que aujourd'hui, franchement, moi tout à l'heure j'étais au rassemblement, j'ai fait pas mal de rassemblements, j'ai pas mal de gens qui sont aussi proches de la France Insoumise ou de la NUPES ou de la CGT. Et je vais reprendre les mots de Brice Hortefeux tout à l'heure sur le plateau. Il a dit la nature humaine fait qu'à un moment donné, oui, on peut avoir envie de réagir parfois violemment. Alors il parlait de la police, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer en l'occurrence aux manifestants, en fait aux gens qui sont contre cette réforme. Et comment est-ce que, en tant qu'élu, en tant que député de la nation, en tant que représentant d'un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, comment on se positionne par rapport à ça? Comment on gère cette question de la violence? D'abord, on essaye de comprendre pourquoi on en arrive là. Et pourquoi on en arrive là? Parce que vous avez un pouvoir qui, pour l'instant, fait la sourde oreille face à des manifestations
dont tout le monde a dit ici et à plusieurs reprises le caractère extrêmement calme, extrêmement pacifique, qui sont les manifestations les plus importantes dans ce pays depuis 40 ou 50 ans. Et c'est pas seulement selon les chiffres des organisations syndicales, c'est même selon les chiffres de la police. Même si on prend les chiffres de la police, ces manifestations sont les plus importantes de ces 30 ou 40 dernières années. Je sais pas depuis quand on compte les manifestations en France. Donc à partir du moment où on commence par couper tous les canaux qui permettent une expression démocratique calme, il faut pas s'étonner qu'ensuite il y a des gens qui se disent « Ah bah peut-être qu'il va falloir tester de nouvelles méthodes ». Est-ce que je suis d'accord avec ça? Je ne pense pas que ça soit la solution. Donc vous leur dites d'arrêter de brûler des poubelles tous les soirs. Attendez. C'est pas à lui de... Moi je vous réponds sans aucun problème. Je pense que, et je souhaite qu'on gagne cette bataille, parce que c'est une bataille, et je souhaite qu'on la gagne par des manifestations puissantes. Je souhaite qu'on la gagne par un mouvement de grève qui, effectivement, doit se généraliser, se durcir. Je souhaite qu'on gagne cette bataille de cette manière. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui venir me demander à moi de rendre des comptes ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, ça a un seul responsable, c'est le président de la République, parce qu'il essaye de passer en force. Manuel Bompard, les propos que tiennent certains élus de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon lui-même, à l'endroit de la police précisément, qui aujourd'hui doit encadrer ces manifestations et qui prend aussi des pavés et qui fait tout pour qu'il n'y ait pas de blessés graves, qui essaie de sécuriser, y compris lorsqu'elle disperse ces gens-là. Les propos que vous tenez, les propos que vous avez tenus sur les violences policières. Oui. Je suis obligé de vous couper, Antonin. Pardon. Je suis obligé de vous couper. Et Jean-Luc Mélenchon, ça désigne cette violence. Je suis obligé de vous couper, Antonin, s'il vous plaît. Je reviendrai à cette question. Vous allez évidemment pouvoir répondre, mais je voudrais qu'on aille à la Bastille parce que c'est compliqué d'avoir nos reporters sur place. On a Frédéric Fernandez qui nous attend. Frédéric, quelle est la situation ce soir à la Bastille ? Eh bien écoutez, à la Bastille, ce sont essentiellement des manifestants qui venaient de la place de la République et donc ils sont dirigés vers la place de la Bastille. Actuellement, pas de, on va dire, de cortège organisé, mais c'est plutôt des petits groupes. Ils sont assez dispersés sur la place. Les CRS, eux, de leur côté, tentent de les faire évacuer. Ils remontent de chaque artère qui arrive à la place de la Bastille. Il y a quelques feux de poubelle, mais rien de comparable à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, place de la République. Et donc là, les CRS s'engouffrent dans les artères autour de la Bastille pour faire justement partir les manifestants. Et on voit aussi quelques camions de pompiers arriver pour éteindre les quelques feux par-ci par-là qui se trouvent sur la place. Mais les tensions sont quand même, on peut dire, redescendues et le nombre de manifestants de moins en moins nombreux ici. Merci à vous, Frédéric Fernandez. Vous pouvez évidemment répondre, Manuel Bompard, à ce que vous disiez à l'instant, Antonin André. Non, mais d'abord, la première chose que je veux dire, c'est que moi, je réponds pas à les propos. Parce que ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, non, mais attendez, moi. Des élus de la République qui disent que la violence policière. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Mais moi, je pèse toujours mes mots. Et donc, les mots que je tiens, je les assume tous. D'accord? Donc, je ne réponds pas à des propos parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai le droit ou pas, et je le fais, de considérer que dans les techniques aujourd'hui qui sont utilisées dans le maintien de l'ordre depuis plusieurs jours, il y a effectivement des choses qui me posent problème. Quand il y a une technique de NAS, comme celle qui a été utilisée hier à Strasbourg, par exemple, dans une impasse, dans une rue comme ça, très étroite, dans laquelle il y a deux issues, et qu'on bloque les deux issues, et qu'on gaze les gens qui sont au milieu, oui, je dis que c'est un problème. Et c'est pas seulement moi qui le dis. Cette technique-là, elle a été jugée illégale, et je parle sous le contrôle d'une personne qui est là. Et je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, les techniques de NAS ne sont pas toujours jugées illégales, il faut laisser une issue. Mais quand il y a deux issues et que les deux issues sont bloquées, quelle issue on a laissé? Vous m'avez pas laissé vous répondre, vous avez répondu. Mais parce que vous avez déjà répondu précédemment sur ce plateau, j'en profite. Non, mais j'ai expliqué juste un point, parce que quand on dit c'est jugé illégal, en fait c'est jugé illégal par le Conseil d'État dans une décision de juin 2021. Et après, et vous le savez très bien, le schéma national a été réécrit pour tenir compte de la décision. Donc en fait, la technique de l'encerclement n'est pas illégale en tant que telle. En revanche, dans la façon de la mettre en œuvre, ça oui, mais ça je suis d'accord avec vous. Il y a des moments où ça n'est pas conforme au règlement. Mais j'ai aucun problème à le dire. Mais je ne vous dis pas que vous avez un problème. J'ai juste dit que je parlais sous votre contrôle. Donc ça, oui, j'ai le droit de le dire. Oui. Ou quand jeudi soir, quand jeudi soir, il y a 300 personnes. Parce que vous donnez beaucoup les chiffres des gens qui sont arrêtés. Quand jeudi soir, il y a 300 personnes qui sont arrêtées. D'accord? Et qu'à la fin, il y en a 9 qui sont poursuivis. Dont l'essentiel d'entre eux, la poursuite judiciaire, elle dit rappel à la loi. 9 sur 300. Je dis que dans cette situation, depuis plusieurs jours, il y a des détentions qui sont arbitraires. Mais Manuel Bompard, et le gouvernement veut répondre que tout ça se fait systématiquement quand il y a garde à vue sous le contrôle de la justice, parce que c'est le parquet qui prend la main dans ces cas-là, qu'il y a systématiquement un officier de police judiciaire qui est là en cas de garde à vue. Ensuite, effectivement, il faut caractériser l'infraction, et si l'infraction n'est pas caractérisée,
D'accord. la personne est relâchée. Mais attendez, je prends des exemples très concrets, parce que moi, je ne tiens pas de propos généraux, contrairement à ce que vous dites. Je dis, ces techniques de NAS, si elles sont appliquées en dehors de la loi, elles ne sont pas acceptables et on a le droit de le dire. Ces détentions-là, si elles sont massives, arbitraires, alors elles posent un problème légal. Et s'il n'y avait que moi qui le disais, mais quand le syndicat des avocats de France le dit, quand le syndicat de la magistrature le dit, quand le rapporteur spécial de l'ONU sur ce sujet dit on est très attentif à ce qui se passe en France parce qu'effectivement on a des interrogations sur un certain nombre de techniques de maintien de l'ordre. Vous pouvez considérer qu'Emmanuel Macron a raison contre tout le monde. Vous trouvez que la police fait mal son travail et vous condamnez les méthodes de la police. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est vous qui faites des généralités. C'est pas moi qui fais des généralités. Mais donc moi, je pense qu'il y a des policiers qui font très bien leur travail. Mais donc on laisse faire. On laisse faire. Quelle est la situation? Mais non, on laisse pas faire. On applique les méthodes dans le respect de la déontologie, dans le respect de techniques du maintien de l'ordre qui sont compatibles avec le respect des libertés fondamentales. Et on a le droit de protester quand c'est pas le cas, tout simplement. Et ça, c'est pas tenir des propos qui jettent de l'huile sur le feu. Au contraire. Et d'ailleurs, dans l'histoire, les responsables, les syndicalistes policiers par exemple, ou des préfets de police qui ont dit parfois attention, on va être très vigilant au respect de la déontologie, ça a existé aussi. Donc il ne faut pas tenir des propos comme ça, généralisants. Je n'en tiens aucun, mais je dis qu'il y a effectivement des problèmes depuis plusieurs jours sur la gestion du maintien de l'ordre et que c'est de notre devoir de responsables politiques et d'élus de le dire quand ça se passe. Ce qui serait malhonnête ou ce qui serait, à mon avis, problématique, c'est de ne pas le dire. Donc voilà, et je ne crois pas que ça soit mettre de l'huile sur le feu. Maintenant, on peut rentrer dans une bataille rangée entre policiers et manifestants. Je pense que personne ici n'a intérêt à ça. Donc la question qui nous est posée, c'est quelle sortie politique? Et la sortie politique, ça ne passe pas par jeter de l'huile sur le feu comme le fait tous les jours. Alors le président de la République, je ne vais pas dire tous les jours, puisqu'il était caché depuis plusieurs semaines. Mais bon, quand Madame Borne dit ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale est une victoire, et quand le président de la République dit c'est pas la foule qui décide, bah écoutez, franchement, ça s'appelle jeter de l'huile sur le feu et c'est irresponsable. Merci.